on est encore aux prémices de septembre. Vous m'autoriserez à ne pas mettre la veste. Et avant de vous lire, bien évidemment, les quelques mots que j'ai préparés à votre endroit, c'est avec beaucoup de sincérité que je veux vous dire l'émotion qui est la mienne, qui est la nôtre. Et je vais commencer par quelque chose d'assez informel. Je vais très sincèrement moi-même applaudir Romain Mouton. Je sais qu'il n'aime pas ça. Mais je veux vous dire avec beaucoup de sincérité combien j'ai pu me sentir seul pendant longtemps sur ce chemin de l'extra-financier, notamment au sein d'un ministère financier, et j'ai de la chance, un ministre de tutelle qui y croit dur comme fer, et ça n'est pas rien. Mais vous dire à quel point la tâche a été lourde et parfois ardue depuis la fin de ce mois de juillet 2020, où j'ai eu l'honneur, bien sûr, de m'occuper de l'économie sociale et solidaire, mais où, grâce au président de la République, nous y avons adjoint ce R, qui est votre R, qui est notre R, et je crois notre raison d'être, du moins ensemble aujourd'hui, l'économie responsable ou la responsabilisation de notre capitalisme. Ça a été parfois difficile de nager dans des acronymes, et je salue par là même l'engagement absolu de la commissaire Mairead McGuinness, que vous avez eu l'honneur d'entendre ce matin et avec qui j'ai le plaisir d'échanger depuis maintenant plus d'un an. Nous étions parfois bien seuls. Et quel chemin nous avons parcouru depuis un an. Je sais qu'il reste du chemin. Mais j'ai envie de commencer par vous dire quel chemin nous avons parcouru en un an. Il y a un an, jour pour jour, nous étions réunis ici. Et je vous disais tout ce que j'avais sur mon chemin pour porter à vos côtés les directives, les textes de loi qui allaient permettre de passer, comme vous l'avez tous décrit, des paroles aux actes et aux actes tangibles. Le printemps a été fécond. En mars, c'est notre ami SFDR, que vous connaissez tous bien, je n'ai aucun doute. Quel plaisir de pouvoir parler à des gens qui savent exactement ce que recouvre cet acronyme. Le 21 avril a parfois été, pendant quelques années, marqué dans nos têtes par un souvenir douloureux. Le 21 avril 2021, son ami CSRD est arrivé. Et là aussi, quel plaisir. Est-ce que je vous raconte pas la solitude? Vous le disiez il y a quelques minutes, notamment Madame Palt, la fin des articles où on parle, quand il nous reste 2 minutes, de responsabilité sociale des entreprises. Cette directive, elle n'était pas publiée, elle n'était pas écrite il y a un an. Cette directive, elle est écrite, elle est publiée. Et mais, modestement, ou au sein du gouvernement, je vois à ma droite, et je ne l'ai pas salué, mon ami Sébastien Lecornu, qui connaît mieux que moi encore les exigences du président de la République en la matière, impact.gouv.fr au plan français, pour accompagner cette dynamique et encourager les entreprises de toute taille, comme ça a été dit à l'instant, dans la publication et l'appréhension, pour certaines, de la performance extra-financière. J'aime notre esprit français, je suis une grande férue de psychologie, même si je n'ai évidemment pas le talent du maître qui est au premier rang, mais quel honneur de parler devant vous, je me permets, monsieur Cyrulnik. On aime dans notre pays parler de ce qui ne marche pas. On aime dans notre pays parler de tout ce qu'on n'a pas fait. Prendre quelques minutes pour vous dire que ça a été fait avec le soutien absolu de Bruno Le Maire et l'attention permanente du président de la République. Vous dire qu'on a encore beaucoup de travail et que c'est avec certitude, dans le sens premier du sens priorité au sens diplomatique, que je veux à toutes et à tous vous dire avec certitude que sur volonté du président de la République, notamment la directive CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, comme vous le savez, fera partie des priorités de la présidence française de l'Union européenne. Et ça, c'est au sens propre. Donc c'est lui qu'on peut applaudir pour le coup. Vous entendrez beaucoup parler de priorité, vous êtes tous rompus à l'exercice, qu'il soit du pouvoir ou de l'entreprise. J'ai appris qu'entre la priorité dont on parle ensemble dans nos bureaux et être estampillé
priorité dans le cadre d'une présidence, ça n'est pas toujours la même chose. Je vous parle ici d'une véritable priorité au sens diplomatique dans le cadre de la PFUE. Nous serons en trilogue durant la présidence française de l'Union européenne avec la volonté farouche du président d'aboutir à l'arrivée de l'été 2022. Je vous ai écouté, notamment la dernière table ronde. Ça n'était pas forcément le cas il y a un an. Je vous le dis avec certitude, la France est moteur. La France a pris ses responsabilités. La France a d'ailleurs reconnu sa patte et la patte de nos confrères européens dans la directive, dans le texte même de la directive, où il est écrit enfin noir sur blanc, vous parliez de souveraineté il y a 2 minutes, qu'un standard européen était indispensable. On se l'était dit, on le partage tous, c'est écrit, c'est en cours. Et ce sera au Parlement, c'est à l'agenda du Parlement européen lors de ce 2e semestre. La France a poussé pour que le seuil concerne et embarque nos entreprises de taille intermédiaire. La France a poussé pour ce qu'on appelle les SMEs au sens européen, TPME, puissent aussi être partie prenante dans le cadre d'une démarche volontaire. C'est écrit noir sur blanc dans le texte de la directive. La France a poussé pour une autorité de régulation indépendante européenne. C'est écrit dans le texte de la directive. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire toutes les lignes de la directive, mais c'est quand même important. Ce n'est pas toujours évident, dans le cadre diplomatique, de vous dire à quel point la France, et Bruno Le Maire en tête, a poussé et soutenu la démarche que vous portez et que vous faites vivre. Tout au long de cette matinée, un sujet d'importance a été abordé, et je ne vais pas vous faire un discours politiquement correct. On va essayer de faire un échange plutôt politiquement efficient. On a parlé d'argent. Pour rendre hommage, comme il se doit, à la figure tutélaire qui nous accueille ici, ce magnifique département, je citerai son ami Émile Zola, qui disait dans un roman éponyme que l'argent est le fumier dans lequel pousse l'humanité de demain, le terreau nécessaire aux grands travaux qui facilitent l'existence. Il y a dans cette phrase, je crois, à la fois l'attirance et le dégoût qu'inspire l'argent. Pour ma part, soyons clairs, je ne ressens ni attirance ni dégoût. Je considère pour ce qu'il est un moyen qui nous est absolument indispensable pour mener la révolution que nous devons, comme ça a été très bien dit à l'instant, à nos enfants, à nos petits-enfants. Je ne serai pas trop longue sur l'argent, mais soyons clairs, c'est le nerf de la guerre. Je ne serai pas trop longue d'abord parce que j'ai été souvent à votre place et que je ne supporte pas ces politiques qui te parlent pendant l'heure du déjeuner quand l'estomac gargouille et qu'on a le cerveau rempli et que le ventre sonne. Je ne serai pas trop longue non plus parce qu'il y a eu beaucoup d'intervenants de très grande qualité qui ont pour caractéristique, je crois, au-delà du dire, de faire. Et je ne suis sans doute pas la mieux placée pour parler de ce que peut faire la finance, de ce que peuvent faire les banques, les investisseurs, de ce qu'ils font déjà, de ce que je leur demande de faire au service de la transition écologique. Je suis peut-être un peu mieux placée, peut-être, pour conclure à vos côtés sur ce que peut faire l'État. Face à l'importance des enjeux climatiques, et je crois que c'est aussi le sens de ce cercle, les mots ont un sens, on ne peut pas agir seul, on se tient tous, comme le cercle. Les entreprises, la société civile, l'État. Et c'est évidemment à l'État de prendre ses responsabilités en se faisant le pivot des efforts de chacun, pivot. J'ai bien dit pivot. Et non pas le décideur. Le rôle de l'État est, je crois, de construire des rails, pas les locomotives. La tentation est grande, et notamment au Parlement, que l'État fasse et les rails, et la locomotive, et les wagons, et l'intégralité des choses. Et parfois même décide pour les entreprises, pour les consommateurs. Je ne crois pas que ce soit le rôle de l'État. Je sais bien que beaucoup, et je m'en réjouis, beaucoup de personnes, de plus en plus, ont des idées très claires sur la question, et parfois inamovibles. Ça n'est pas mon cas. On prétend parfois qu'il suffirait de déverser des milliards,
quelques centaines de milliards d'euros, pour faire de notre pays une économie du futur, reposant sur des circuits courts, des énergies propres, une cohésion sociale garantie dans l'intégralité de nos entreprises et des administrations dématérialisées. C'est faux. En l'occurrence, on est en train d'investir, mais ça ne fera pas tout. Ça fera beaucoup, mais ça ne fera pas tout. Bien sûr, il faut le faire. Mais il faut le faire là aussi en responsabilité et non pas à fond perdu. Le rôle de l'État, c'est de pousser la transition dans le bon sens, c'est de créer les conditions. Par un environnement légal, bien évidemment, avec des sanctions, j'y reviendrai, mais par un soutien financier aussi, avec des incitations. J'ai d'ailleurs noté, avec beaucoup d'intérêt, que les 30 propositions du cercle de Giverny pour une RSE systémique s'inscrivent exactement dans ce sens. La comptabilité extra-financière, c'est l'avenir de notre environnement légal. Les incitations financières sont le sens de l'action économique de la puissance publique. Et comme à chaque fois qu'il a fallu adapter l'économie à de nouveaux défis, vous le savez, que ce soit l'industrialisation au 19e ou encore la guerre totale au 20e siècle, il va falloir un État fort, à la fois pour déterminer, mais aussi pour animer les grandes orientations des projets à mener et donner aux financeurs la capacité de se projeter sur le long terme. L'État doit jouer son rôle de financeur ou à minima de garant. Il me semble que la distinction est importante parce que je crois que l'époque des nationalisations et des grands travaux est révolue, me semble-t-il. Et la puissance publique, d'autant plus quand on vient, comme moi, plutôt de l'univers privé, on en est absolument certain, je le vois tous les jours, elle peut faire de grandes choses, la puissance publique, mais elle ne peut pas tout faire. Et elle ne peut pas tout faire seule. D'abord parce qu'elle n'en a pas, ou plus, les moyens financiers, mais surtout parce qu'elle n'en a pas les compétences. On en parlait il y a quelques minutes. Face à des défis aussi nouveaux, aussi importants que ceux qui sont posés par le dérèglement climatique, je crois qu'il est impensable d'envisager que la puissance publique puisse seule financer ou orienter le financement de solutions innovantes. Il est d'ailleurs tout aussi impensable de se dire qu'une entreprise seule puisse assumer la démultiplication des bonnes solutions à la bonne échelle. Il faut donc qu'on arrive à raffermir, je crois, la dimension partenariale dans les politiques publiques. Comment on incurve notre économie sans la tordre ? Comment on préserve la capacité des entreprises à prendre des risques, tout en s'assurant que ces risques ne remettent pas en cause les équilibres climatiques, ce qui était depuis toujours un dilemme propre à l'économie libérale, le bon niveau d'intervention de l'État dans le marché, est en train de prendre une nouvelle dimension. Avec le dérèglement climatique, avec l'urgence sociale, le bon niveau de liberté du marché au regard des nouveaux objectifs de l'État assignés par ces urgences. La question qui se pose à l'échelle de l'économie, et vous en entendrez parler dans les mois qui viennent, je n'ai aucune inquiétude, c'est celle de la conditionnalité des aides publiques. La conditionnalité des aides. Depuis maintenant 18 mois, même lorsque j'étais encore au Parlement, on m'en parlait déjà. C'est un sujet sur lequel, évidemment, on ne peut pas ne pas avoir un avis. Mais en soi, la conditionnalité des aides, ça veut un peu tout dire et rien dire. Quand on donne une aide, aujourd'hui, notamment par le truchement du plan de relance, il y a toujours une conditionnalité. Je rappelle que quand l'État subventionne la décarbonation d'une industrie, ça se fait à l'aune des moyens engagés par l'entreprise pour décarboner. Ça ne se fait pas à l'aune du nom de l'entreprise, mais à l'aune d'un dossier précis, avec des objectifs, des moyens. C'est de l'éco-conditionnalité. Tu n'as pas de plan de décarbonation, tu n'as pas accès au crédit de France Relance. Quand l'État défiscalise la participation dans les PME, par le biais d'une loi qui me tient à cœur, la loi Pacte par exemple, c'est aussi une forme de socio-conditionnalité. Pas d'accord de partage de la valeur, de participation, pas de bénéfice fiscal. Quand il accorde un avantage fiscal aux entreprises sociales, aux entreprises solidaires d'utilité sociale, pour être très précise, les ESUS, c'est une conditionnalité liée à la gouvernance de la structure économique. Si tu n'es pas ESUS, tu n'as pas accès à ces aides fiscales.
Vous l'entendrez et ce sera passionnant. Et c'est un débat résolument contemporain. Moi, ce qui me frappe dans la pratique politique, vu ma courte expérience, c'est le réel. Et pardon, monsieur Cyrulnik, je vais me permettre de citer un autre de mes inspirateurs. Lacan disait à juste titre, le réel, c'est quand ça cogne. Sur les conditionnalités, c'est un sujet passionnant et c'est un sujet politique où ça cogne parce que le réel, c'est aussi qu'à force de vouloir mettre des déluges de conditions, et je vous garantis que vous en entendrez, des déluges de conditions, ça arrive. Ça peut se traduire par une sécheresse d'initiative. À perclure les entreprises de conditionnalité, on prend un risque, celui au-delà de casser l'initiative entrepreneuriale, mais de casser quelque part la compétitivité de nos entreprises. Je sais que quand je le dis au Parlement, notamment, alors c'est inversé au Parlement, donc c'est plutôt sur mon côté droit, mais ça représente plutôt le côté gauche, j'entends des cris d'orfraie. Mais c'est la réalité. Croire qu'en imposant uniquement dans notre pays des conditionnalités qui ne seraient pas partagées par nos voisins du Benelux, par nos voisins d'Europe du Sud, n'entraînera en rien un choc de compétitivité à la défaveur de la France, c'est mentir aux gens. Et moi, c'est mon obsession de ne pas mentir, d'être utile et d'être dans le réel. On doit raisonner, et pas uniquement en vase clos national. C'est le même sujet qu'on a eu pendant la loi portée avec Barbara Pompili sur climat et résilience. On peut interdire les 4x4 et les SUV en France, on peut tout à fait. Mais les gens qui veulent un 4x4 et un SUV iront l'acheter à côté de chez nous. Et on perdra nos usines. Alors c'est pas rigolo l'histoire que je raconte, vous la connaissez. Mais elle est réelle. Et donc il nous faut changer en tenant compte du réel. Et en n'ayant pas des postures hors sol qui sont très sympas sur les plateaux télé, dans les universités d'été, mais qui passent pas la fourche codine de la réalité de l'économie. Je vais caricaturer. Si on dit à une entreprise qu'elle doit réduire de 8% son impact carbone en privilégiant à peu près 15% de circuits courts, tout en réduisant en parallèle de 15 à 20% son taux d'accident du travail, on prend un risque. Celui que l'entrepreneur ne prenne pas de risque. Et donc celui de mettre l'entreprise en panne. En d'autres termes, l'État doit faire confiance, et comme le dit la formule consacrée, la confiance n'exclut en rien le contrôle. Ce contrôle, soyons pragmatiques, il coûterait très très cher s'il devait être effectué par une armée de fonctionnaires. J'ai promis, c'était pas du politiquement correct, c'est vrai ce que je vous dis. Et quand on est à Bercy, on le voit de très près, malgré la volonté des fonctionnaires de notre service public. Il y a un contrôle qui est plus souple, qui est meilleur marché, qui est, je crois, la sanction du marché, la transparence. Avec la transparence, ça n'est pas qu'à l'endroit de l'État, que vis-à-vis de l'État que l'entreprise s'engage. C'est vis-à-vis de toutes ses parties prenantes. La démarche dont vous parliez, Alexandra Palt, il y a quelques instants, sur l'impact environnemental et social de certaines lignes de produits qui sont déjà mises à la disposition des consommateurs. C'est ça, je crois, qui peut faire avancer et accélérer ce qu'on porte ensemble. Donner aux consommateurs, aux salariés, à l'épargnant, les informations nécessaires pour qu'ils puissent librement, avec une chose qui a un peu disparu du débat public et qui s'appelle son libre arbitre, effectuer ses choix, et non pas que l'État choisisse à sa place. En se soumettant à un regard externe, l'entreprise conserve sa liberté, elle met en jeu, aujourd'hui, sa survie, c'est-à-dire sa réputation. La solution de la confiance, c'est de favoriser de façon large, exigeante, l'information du citoyen, en incitant les entreprises à la transparence en aval avec des données fiables qui seront certifiées. Oui, il y a écrit qui pourrait être certifié. Non, qui seront certifiées par, je l'espère, une agence publique, par des agences de notation extra-financières au même titre que nous avons aujourd'hui des agences de notation financière.
Je ne vous parle pas de demain, c'est déjà aujourd'hui, les équipes de notation extra-financière de certaines grandes agences de notation financière sont installées à Paris. Et je ne crois pas au hasard. Elles sont à Paris parce qu'il y a de l'expertise à Paris, parce qu'il y a du savoir-faire. Mais elles sont déjà sur la balle de la notation extra-financière. Et aujourd'hui, la solution de confiance, cette information que je souhaite et que je vais appeler de plus en plus de mes vœux dans les mois qui viennent à partager avec le citoyen, contrôler, ça peut véritablement changer les lignes et faire bouger les lignes. Je crois énormément à la sanction de marché. L'État peut mieux orienter les salariés, les clients, les épargnants dans le choix de leur travail, de leur consommation, de leurs investissements, aider à mieux orienter, aider à mieux choisir. D'abord, on ne se refait pas, et je ne peux pas me refaire moi non plus. Je crois vraiment pas qu'on se construise et qu'on construise l'après en infantilisant. Je crois qu'on construit en faisant confiance. Mais pas une confiance naïve, une confiance, drôle de lapsus, une conscience et une confiance étayée, prouvée, chiffrée. Avec la transparence, j'en termine, l'État se fait État partenaire. Il se met au service des entreprises et de la société civile. C'est le sens des différentes coalitions qui sont menées à l'échelle internationale. J'ai l'honneur d'en porter une que vous connaissez sûrement ici, qui s'appelle la TCFD, la Task Force on Climate Disclosure, qui porte sur le domaine de la finance. Je ne peux pas, en ce 3 septembre, où le président de la République et où nos collègues ministres, notamment de l'environnement et de la biodiversité, sont à Marseille, ne pas vous parler aussi de TNFT, la Task Force sur la biodiversité. Là aussi, que la France, que le président de la République, Emmanuel Macron, a impulsé en 2017 et que nous animons chaque semaine, chaque mois, autour du président. Ces coalitions, elles nourrissent aussi l'Europe, une Europe qui doit se montrer ambitieuse, mais une Europe qui a fait un pas de géant. Encore une fois, je vous le redis, c'était pas gagné l'an dernier. Vous avez remarqué que j'ai même pas cité les coalitions américaines ou les enjeux sur ce sujet. Nous sommes en train de le construire, ce standard européen. C'est à chacun de nous de porter aussi les avancées qu'on a faites ensemble, qu'on a faites grâce à vous aussi et grâce au soutien et à l'impatience de l'écosystème que vous représentez. La transparence, ça n'est pas un outil pour surveiller ou punir. Elle permet, je crois, de réduire la distance entre l'être et le paraître, entre le dire et le faire. Et sans la transparence, l'entreprise, en conclusion, est livrée à elle-même. Avec la transparence, elle se contraint, se sachant toujours observée par un hypothétique consommateur, ONG, média. Les citoyens ont le droit de savoir pourquoi et comment les activités de l'entreprise ont des conséquences sur ce qui est notre bien commun. Aujourd'hui encore assez limitées, mais ils ont fait leur part du travail, par des labels, par des certifications RSE, par beaucoup de déclarations d'intention. La responsabilité peut gagner en envergure, en fiabilité, dès lors que les entreprises vont accepter de donner accès à leurs données brutes. Cet État partenaire que j'ai voulu incarner de façon très pragmatique, vous le trouvez sur impact.gouv.fr. L'idée est très simple, donner à voir, dévoiler, avec l'accord des entreprises, de toutes les entreprises, de la TPE, la plus petite à 4 salariés, au plus grand groupe coté du CAC 40, leurs pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Pratiques incarnées par des données chiffrées. Sur cette plateforme, chaque entreprise peut renseigner une petite batterie d'une 50aine d'indicateurs, 50 indicateurs qui sont très clairement au cœur des indicateurs qui deviendront obligatoires dans le cadre de la mise en œuvre de la directive CSRD. C'est donc un exercice, un entraînement qui n'a rien d'inutile, puisque les entreprises s'acclimatent, s'approprient des indicateurs qui deviendront obligatoires, je le rappelle, pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés à compter de 2024. Évidemment, je vous invite tous, pour ceux qui n'y sont pas encore, à venir.
Je l'ai dit il y a quelques jours, ça a fait un peu de bruit, mais je vais donc le répéter. La sincérité des paroles, c'est super. Moi, j'adore ça, je la pratique plutôt. Mais la véracité, en tout cas la tangibilité des données chiffrées, je crois que c'est plus dans l'air du temps. Je le dis d'autant plus que j'ai dirigé et de la communication et de la RSE dans des entreprises dans ma vie d'avant, que j'écrivais moi-même des rapports RSE, que j'y mettais de jolies photos, que c'était sympa à lire. Mais ce temps est révolu. Les jolies images d'enfants ou de fleurs doivent laisser place à des données chiffrées, à des données d'impact, à des données de performance qui démontrent du chemin. C'est cette révolution qu'on est en train de faire ensemble. Mon calcul, il est simple, chers amis, pour terminer. Nous avons aujourd'hui 500 entreprises. En quelques mois, moins de 6 mois. Je les en remercie infiniment, parce que sans elles, l'ensemble de mon action ne sert pas à grand-chose. 500 entreprises aujourd'hui sur cette plateforme qui font aujourd'hui le pari de la transparence. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort que je viens chercher ici aujourd'hui. Nous vîmes 3000. En arrivant au port, nous sommes 500. Aidez-moi, aidez-nous, aidons-nous, rassemblons encore, toujours. Il manque 2500 entreprises pour donner de l'ampleur à la transparence. Je sais compter sur votre prompt renfort et continuer à compter sur mon engagement absolu au service de ces enjeux. Merci infiniment.